Je récuse totalement le projet d'une Europe fédérale. Je n'accepte pas l'idée que mon pays puisse être réduit à l'état d'un État fédéré américain. Non, mon pays n'est pas le Texas, mon pays n'est pas la Californie. Mon pays est un pays, c'est une nation. J'entends de toutes mes forces qu'il le demeure. Durant cette campagne, les débats se sont-ils tenus sur le fond de ce projet de constitution européenne? Le débat était exactement de même nature qu'en 92, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas d'accord étaient soit des extrémistes, soit des nationalistes, des nostalgiques, des passéistes. Les mêmes mots étaient employés. Le camp du oui avait, comme en 92, un avantage sur le camp du non, c'est que le camp du oui disait voilà mon projet. Donc en 92, c'était le traité de Maastricht, ces centaines de pages, et puis au moment de la Constitution européenne, c'était la même chose. Et ils interpellaient les candidats en disant « mais le vôtre, il est où? Vous êtes toujours en position d'infériorité ». Le camp du oui n'avait rien à expliquer du tout, en fait, juste à dire ben voilà mon projet, et à demander le projet du camp du non, qui évidemment, quand vous dites non à un projet, vous n'avez pas nécessairement un contre-projet. Il n'y avait aucune raison d'avoir à proposer un contre-traité. Ceux qui ont fait le plus grand effort d'explication sur le traité, sur le fond du traité et ses conséquences, ce sont les partisans du non, une fois de plus. Ça me rappelle un épisode de l'après-Maastricht, de l'après-vote. À l'époque, entre autres maître de conférence à Sciences Po, et tous les enseignants ont reçu une lettre du directeur de Sciences Po après le vote du traité de Maastricht qui, en substance, disait « le non a failli l'emporter, nous, les professeurs, les enseignants, nous avons failli ». C'était pour beaucoup de gens impensable que le non puisse atteindre ce niveau. C'était une atteinte à la raison, au progrès, à la paix, à la volonté de paix entre les États européens. Il faut voir ce qu'était à l'époque l'idéologie dominante dans ce domaine. Ça a été à nouveau la même chose en 2005. Ce quasi-unanimisme des responsables politiques des deux partis majoritaires de l'époque, pourtant habituellement opposés. C'est une constante. Il y a une idéologie dominante qui est dominante dans tous les cercles de pouvoir politique, médiatique, économique, culturel. Vous ne pouviez pas être germanophile entre 1871 et 1914. Vous ne pouviez pas être très difficilement contre le droit international entre 1920, enfin 1919, 1920, et 1939. Allez voir là, ce qu'a failli être la carrière de Churchill, rejeté par tout le monde, marginalisé par tout le monde, parce que penser que tirer à tout prix les dividendes de la paix finissait par nous conduire à la guerre. Parce que, au fond, personne n'avait envie d'entendre ça. Parce que c'est l'air du temps, parce que personne ne veut sortir de cette ornière de peur d'être marginalisé, qui, franchement, voudrait être exclu du cercle de la raison et jeté dans le cercle de la déraison. Alors, sauf que souvent, le cercle de la raison est lui-même le cercle de la déraison. Et parce que les politiciens se font souvent une idée fausse de ce que sont les aspirations du peuple. Donc, ils jouent sur les peurs. C'est pour ça que l'argument du chaos revient sans arrêt. Chacun cherche, la droite comme la gauche, à réunir ce qu'on pourrait appeler dans l'histoire le parti de l'ordre, qui n'est pas un parti qui est de gauche ou de droite, qui est un parti qui se forme face au risque, face au danger, on pourrait dire aussi d'une certaine façon, le parti de la peur. Comment l'entourage de Jacques Chirac l'a-t-il convaincu de dire oui à Maastricht, en lui expliquant que s'il n'était pas pour le oui, il ne serait jamais président de la République. Après, les hommes politiques finissent par oublier les raisons premières pour lesquelles ils ont basculé d'un côté ou de l'autre, et finissent par se trouver de bonnes raisons en eux-mêmes. Ils finissent par croire à leurs propres illusions ou à leurs propres mensonges. Pourquoi vous opposiez-vous à ce traité et à l'idée d'une constitution européenne? J'étais opposé à ce traité comme j'étais opposé au traité de Maastricht, parce que je récuse totalement le projet d'une Europe fédérale. Je n'accepte pas l'idée que mon pays puisse être réduit à l'état d'un État fédéré américain. Non, mon pays n'est pas le Texas, mon pays n'est pas la Californie, mon pays n'est pas quelque chose qui ressemble à l'état de la Floride ou de l'Arkansas. Mon pays est un pays, c'est une nation, et j'entends qu'il le demeure. J'entends de toutes mes forces qu'il le demeure. Ce qui ne veut pas dire être fermé, n'avoir aucune coopération avec ses voisins, et fortiori avec tous ceux avec lesquels nous avons partageons des intérêts communs. Mais la coopération est une chose, l'intégration en est une autre. Alors il y a déjà eu l'acte unique, qui lui n'a pas été soumis à référendum. Il y a eu le Maastricht, qui était un très grand pas vers le fédéralisme. Quand vous perdez votre monnaie, déjà, vous faites un pas très grand vers le fédéralisme. Et là, on franchissait encore un plus grand pas, alors c'était plus sur l'économie, c'était sur le terrain juridique, sur le terrain institutionnel. À partir du moment où il s'agissait d'une constitution, il s'agissait donc de l'organisation des pouvoirs publics en Europe et de l'architecture du droit en Europe. Cette hiérarchie des normes, c'était la première fois dans la Constitution européenne, et c'est le rôle d'une Constitution qu'on affirmait clairement que
le droit européen était supérieur aux droits nationaux. Et ça, c'est un changement, non pas de pratique, parce que depuis que la Cour de justice de l'Union européenne en 1964 avait décidé par sa jurisprudence que le droit européen était supérieur à tous les droits nationaux, voire même supérieur aux constitutions nationales, les juridictions des différents pays européens avaient fini par reconnaître une forme de supériorité du droit européen. Les juridictions nationales appliquaient cette règle, mais ça n'était écrit dans aucun traité. On approuvait la constitution désormais d'un État fédéral européen. Il y a des gens qui en rêvent. Ben, moi, je rêve du contraire. Voilà. Les Français ont majoritairement désapprouvé ce traité. Est-ce vraiment la Constitution européenne qu'ils rejetaient? Est-ce plus largement la dynamique de construction européenne? Ou plus simplement cet unanimisme des responsables politiques qui se succédaient au pouvoir? À tout ça à la fois. Vous vous opposez d'abord forcément aux pouvoirs en place, au pluriel, à ceux qui ont alterné au pouvoir depuis des décennies, puisque ce sont eux qui le soutiennent. À partir du moment où vous avez ce front commun de la pensée unique qui se forme à chaque référendum sur l'Union européenne, front commun de tous ceux qui ont conduit une politique qui en était la conséquence. C'est la fameuse phrase de Philippe Séguin en 92. C'est la gauche et la droite sont des détaillants qui ont le même grossiste qui est l'Europe. C'est un peu le non gaulien dans les années 50. C'est le non au système. Puisque le système produit ce genre de texte, puisque le système produit les politiques qui sont conformes à ce genre de texte, on vote contre le pouvoir en place ou les pouvoirs, ou les partis qui alternent au pouvoir. Le fait est que dans les grands partis de gouvernement, la majorité des responsables, des élus, était favorable au traité, en 92 comme en 2005. Il faut peut-être ajouter quelque chose sur l'état d'esprit des gens au moment du référendum. Il y avait eu la directive Bolkestein. L'ouvrier polonais pouvait venir travailler en France, mais son employeur ne payait que les charges du pays d'origine. Donc il y a une espèce de concurrence tellement déloyale avec le travailleur français que c'était insupportable. Et ça, c'était l'Europe qui le permettait. La concurrence, elle peut être destructrice. C'était le grand sujet de débat, qui était très concret finalement. Il y a le débat juridique, philosophique, puis il y a ce qui vient percuter violemment la vie des gens. Les gens découvraient brusquement que tout ce qui était inadmissible, même pour un adepte des vertus de la concurrence. Et ça touchait leur vie. Plus qu'une opposition à l'Europe fédérale, vous considérez que ce projet est vain. Pourquoi? La croyance qu'on peut effacer les nations, qu'on peut effacer les siècles d'histoire nationale, de tradition nationale, de culture nationale, est une entreprise folle. Le peuple européen a beaucoup de choses en commun, mais ils ont entre eux beaucoup de différences. Par exemple, une bonne partie des peuples européens n'arrivent pas à comprendre ce qu'est notre conception de la République, une et indivisible, de la laïcité. Parce que nous allons continuer à avancer vers une Europe fédérale par l'arasement de toutes ces différences qui sont très profondes, qui tiennent encore une fois à l'histoire de la longue durée, à l'imaginaire collectif, c'est-à-dire à des choses que vous ne pouvez pas changer par décret, que vous ne pouvez pas changer par des lois, que vous ne pouvez même pas changer par des référendums en réalité. Voilà. Et qui, quand elles sont refoulées trop longtemps, finissent par provoquer un retour du refoulé, en général assez violent. Il est en train de se produire sous nos yeux et si nous n'y prenons pas garde, si nous continuons à faire comme si nous ne le comprenions pas, comme si nous ne le voyions pas, finira par nous entraîner dans un abîme de violence. Mais il est impossible de faire comprendre aux idéologues de l'Europe fédérale ce genre de problématique. Pourquoi ce référendum de 2005 n'a-t-il pas marqué finalement un coup d'arrêt de la part des responsables politiques français à la construction européenne? Certains pensent que avoir dit non nous faisait repartir quasiment à zéro, en tout cas nous faisait repartir très loin avant l'Europe que nous connaissons. Ce n'était pas du tout le cas. Rejeter la Constitution européenne ne remettait en cause ni Maastricht, ni l'acte unique, ni donc la politique de la concurrence européenne, ni même la pratique de la hiérarchie des normes en Europe. Tout ce qui irritait profondément les gens venait de l'acte unique, tout cela venait de Maastricht, qu'il ne faut pas faire dire non ce qu'il ne dit pas. Du même coup, il ne faut pas faire dire au traité de Lisbonne ce qu'il ne contient pas. Justement, qu'est-ce qui différencie le traité de Lisbonne, ratifié par Nicolas Sarkozy en 2008, dont vous étiez conseiller spécial, et le projet de constitution européenne en 2005? Ce qui fait que le traité de Lisbonne n'est pas la constitution européenne, qui rentre
par la fenêtre quand on l'a sorti par la porte, c'est que dans le traité de Lisbonne, la hiérarchie des normes n'est pas organisée. Elle a été rejetée dans une déclaration annexe, la déclaration 17, mais qui n'a aucune valeur juridique et qui se contente simplement de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice. Il faut cesser de raconter cette fable, le traité de Lisbonne, que par ailleurs je considère comme un monstre, parce qu'entre le traité simplifié qui a été négocié à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement et le texte du traité de Lisbonne, il y a une énorme différence. Cette énorme différence, c'est que quand vous avez négocié un traité simplifié entre chefs d'État et de gouvernement, vous le remettez pour qu'il soit écrit à toutes les bureaucraties de tous les pays européens, plus la bureaucratie européenne, et qui pendant des mois se disputent sur la place des virgules, sur les mots, sur les nuances, sur les détails du traité. Et à la fin, évidemment, fatalement, vous accouchez d'un monstre. Le président Sarkozy, dont je rappelle qu'il avait fait campagne sur ce sujet, en disant il faut remettre l'Europe en route, on va négocier un traité simplifié. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher de l'avoir dissimulé. On ne peut pas lui reprocher d'avoir menti. On ne peut pas lui reprocher d'avoir triché. N'y a-t-il pas tout de même, dans cette ratification du traité de Lisbonne, une forme de trahison de la volonté populaire exprimée lors du référendum de 2005 ? Que le traité de Lisbonne fut ressenti par beaucoup de nos concitoyens comme une sorte de naufrage démocratique, c'est vrai. Et au fond, c'est ce qui compte le plus. Mais il faut en tirer les leçons au lieu de ratiociner sans cesse sur ce qui s'est passé. Et la conséquence principale, peut-être qu'il faut en tirer, c'est qu'il ne faut plus pouvoir ratifier un traité qui remet en cause des éléments de la souveraineté, ou de l'exercice plutôt de la souveraineté nationale, sans passer par un référendum. Il faut écrire dans la Constitution qu'un traité de ce type doit être approuvé par référendum. Quelles leçons tirez-vous de l'épisode de 2005 et de ce qui est advenu après ? La leçon à en tirer, c'est que premièrement, si on pense pouvoir réformer l'Europe en renégociant l'ensemble, les traités, et en particulier maintenant le traité de l'Union européenne qui consolide les autres, vous accoucherez à nouveau d'un monstre. C'est inéluctable. C'est une voie qui n'a pas de sens. C'est une voie qui ne peut conduire qu'à empirer progressivement la complexité de ce système qui se construit comme une espèce de prison de plus en plus rigoureuse dans laquelle on enferme les nations. Et Régis Debray avait une très bonne définition de l'homme d'État dans un petit livre qu'il avait consacré à De Gaulle. Il disait « L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut ». Moi, ce qui me frappe dans tout cela, et l'Europe en est un concentré, c'est l'incapacité de ceux qui nous dirigent à vouloir les conséquences de ce qu'ils veulent. Et en tout cas, à les assumer. Parfois, ils les veulent, les idéologues les veulent, mais ils ne les assument jamais. Finalement, la seule voie possible, c'est une remise en cause au cas par cas, sachant que il me paraît totalement illusoire et même dangereux de dire militer pour un Frexit, c'est-à-dire une sortie de toute la construction européenne, ne serait-ce que parce qu'il y a l'euro. Là aussi, on n'a pas assez dit aux Français que ce choix était après difficilement réversible. Si la France décidait de sortir à froid de l'euro, il n'est pas exclu qu'elle puisse provoquer ainsi un cataclysme mondial dans un système financier et monétaire mondial très intégré. La France ferait disparaître la deuxième monnaie du monde. Les conséquences de cette disparition pourraient être cataclysmiques, puisque quelqu'un est prêt à faire souffrir autant et autant de gens pour sortir de l'Europe et de l'euro. C'est un problème qui n'est pas seulement politique, c'est un problème moral. En tout cas, moi, je n'assumerai jamais cette idée. Je me suis battu contre l'euro. C'était la première campagne de ma vie. Je pense que l'euro était une mauvaise idée et même une faute, qu'elle nous a déjà coûté très très cher, mais que la réversibilité de ce choix est très difficile, voire impensable. Que faut-il revoir en priorité, selon vous, dans la construction européenne ? Il faut se rabattre sur la question de la hiérarchie des normes. C'est une nécessité absolue parce que dans la hiérarchie des normes qui prévaut et qui aujourd'hui et qui encore une fois n'est dans aucun traité, se trouve en germe une crise de la démocratie dans les pays européens comparable à celle que nous avons vécue dans les années 30. Déjà, les démocraties occidentales sont toutes en crise pour des raisons qui tiennent à la façon dont nous avons fait la mondialisation, notamment à la non-maîtrise des flux migratoires. L'Union européenne et le droit européen, au lieu d'être des boucliers, continuent d'être le cheval de Troie de toutes ces causes du malaise démocratique et empêchent aujourd'hui les gouvernants européens de prendre chacun, comme ils l'entendent, des mesures face à cette nécessité absolue de protéger leur propre peuple. Faites une loi sur l'immigration, comme la dernière qui a été faite, mais en faisant croire aux gens que la loi va changer le droit des étrangers, sauf que le droit des étrangers, dans la situation juridique actuelle, c'est très peu le législateur qui l'a fait, c'est le juge qui fait la loi. Il fait la loi parce que c'est lui qui décide de la façon de l'appliquer et quelle est la loi applicable.
si c'est la loi nationale ou la loi européenne, ou la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc au bout de quelques années, il ne s'est rien passé et les gens disent il nous a encore menti. C'est vrai pour le droit des étrangers, mais c'est vrai aussi pour l'économie, la concurrence, l'environnement. C'est le droit communautaire qui l'emporte. La hiérarchie des normes, elle a cet effet très délétère sur la démocratie qu'elle conduit tous les responsables politiques à promettre la veille de l'élection ce qu'ils ne peuvent pas tenir au lendemain de l'élection, sans une remise en cause profonde du cadre dans lequel s'exerce la démocratie. C'est-à-dire que le lendemain des élections, on dit oui c'est vrai, je l'avais dit, mais je n'y peux rien parce que c'est pas moi qui décide. Ça c'est mortel parce que ça c'est la fin de la responsabilité politique. Donc si c'est ça la démocratie, les peuples jetteront par-dessus bord la démocratie. La radicalisation des comportements politiques et des comportements électoraux est une indication quand même de la profondeur de la crise démocratique. Cette hiérarchie des normes, comment la réaffirmer? En renégociant un traité ou par le référendum? La solution, elle ne se trouve pas dans les traités européens, puisque nous n'en avons pas signé qui organise la hiérarchie des normes. Elle se trouve dans notre constitution ou dans nos constitutions pour les autres pays européens, et chez nous dans l'article 55 de la Constitution, puisque l'article 55 de la Constitution dit que les traités sont supérieurs à la loi. Alors il faut bien comprendre que cet article 55, il a été rédigé à une époque où ce qu'on appelait le droit international, enfin les traités, concernaient uniquement les rapports entre les nations. Personne n'avait imaginé ce qu'allait devenir le droit européen, par exemple, ou même des traités comme les traités de libre-échange qui maintenant rentrent dans le pacte social, dans le pacte civique, dans l'organisation économique interne. Pendant des années, après le début de la Ve République, la Cour de cassation et le Conseil d'État ont interprété cet article de la façon suivante. Les juges disaient « le traité est supérieur à la loi » quand le traité est postérieur à la loi. Bon, ce qui voulait dire que c'était la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emportait, puisque le législateur ratifie les traités et fait la loi. Cette position a été abandonnée par la Cour de cassation en 1975 et par le Conseil d'État en 1989. Donc nous avons vécu pendant des années, de 1958 à 1975 et en 1989 pour le droit public, sous l'empire de cette jurisprudence. Et maintenant qu'elle a été abandonnée par les deux cours suprêmes, tout se passe comme si il existait dans le droit une hiérarchie des normes qui impose la supériorité de la loi européenne, du droit européen, sur le droit national, c'est-à-dire qui permet aux juges, au fond, d'écarter la loi nationale quand elle est en contradiction, alors non seulement avec les conventions internationales, mais aussi, principalement bien sûr, avec les textes européens. Donc il faut maintenant se résoudre à avoir ce débat et changer l'article 55 de la Constitution en écrivant tout simplement la règle qui prévalait dans les jurisprudences du Conseil d'État et de la Cour de cassation au début de la Ve République. C'est-à-dire dire, voilà, les traités sont supérieurs à la loi quand ils sont postérieurs à celle-ci. Et quand la loi est postérieure au traité, c'est la loi qui l'emporte. Après, la question est de savoir comment on le fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la voie utilisée par le général de Gaulle en 1962, qu'il a d'ailleurs réutilisée en 1969, à propos de l'élection du président de la République au suffrage universel. Il a utilisé la procédure dite de l'article 11, qui commence par tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics peut être soumis au référendum par le président de la République sur proposition du gouvernement. À l'époque, les antigaullistes se sont déchaînés, qui ont accusé le général de Gaulle de faire un coup d'État constitutionnel parce qu'il passait par l'article 11. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, de juristes, de constitutionnalistes, d'antigaullistes viscéraux, en fait, même s'ils parlent toujours du général de Gaulle avec des trémolos dans la voix, disent non, c'était anticonstitutionnel, avec un argument extraordinaire qui consiste à dire n'est pas le général de Gaulle qui veut, il a violé la Constitution, mais il ne faut pas que ça recommence. Tout responsable politique qui n'est pas capable de demander au peuple français de trancher cette question, qui est essentielle pour établir la responsabilité politique, pour ne plus entendre « ça n'est pas moi, ça n'est pas ma majorité, qui décidons ». Voilà, qui fait je suis responsable, au fond je ne suis pas responsable, voilà. Et qui obligerait chacun à dire soit je fais une loi qui va faire écran à une disposition d'un traité européen ou d'une convention internationale, je l'assume, ou bien je ne le fais pas pour telle et telle raison, et je l'assume aussi. Voilà, et qui va devant le peuple et qui assume ses décisions. Si on ne fait pas ça, si on ne rétablit pas la responsabilité politique, nous allons vers un naufrage de la démocratie. Et ce naufrage de la démocratie conduira à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire
un abîme de violence parce que la situation actuelle de nos sociétés n'est plus tenable.